Quelque part entre les falaises escarpées du canyon et les plaines sèches et ouvertes, où le vent soulevait la poussière au lieu d'apporter la pluie, un homme fit une découverte inattendue. Cet après-midi-là, alors que Jacob Thorne se dirigeait vers son puits, il remarqua une silhouette affaissée contre la clôture en bois. C'était une jeune femme, plus grande que toutes celles qu'il avait vues auparavant. Ses longs cheveux noirs étaient emmêlés, striés de sang séché et de poussière. Elle portait des vêtements en peau de daim, ornés de perles qui montraient clairement qu'elle était apache. Ses lèvres étaient sèches et pâles, fendillées par la soif. Quand Jacob lui tendit une louche remplie d'eau, elle le regarda, non pas avec reconnaissance, mais avec une profonde méfiance dans les yeux. Pourtant, elle but. Pas une, mais 3 fois, elle leva la louche. Quand elle eut fini, elle se leva. Elle se tint droite, silencieuse, fixant Jacob avec une intensité comme si elle essayait de graver son visage dans sa mémoire. Puis, sans dire un mot, elle se retourna et repartit vers les collines. Jacob la regarda s'éloigner, disparaître dans la chaleur qui montait du sol, convaincu que ce serait la dernière fois qu'il la verrait. Mais il se trompait, il vivait sur cette terre depuis assez longtemps pour sentir quand quelque chose allait changer. Son ranch se trouvait dans une vallée peu profonde où l'herbe poussait à peine, et le voisin le plus proche vivait à 2 jours au sud à cheval. Il avait choisi cette solitude délibérément. Personne ne posait de questions, personne n'apportait d'ennui, juste du bétail, quelques chevaux, et le genre de silence qui permet à un homme d'oublier ce qu'il veut laisser derrière lui. Il ne fuyait rien de particulier, seulement le vacarme des gens qui pensaient toujours savoir ce qui était le mieux. Ce soir-là, après la disparition de la jeune fille dans les collines, Jacob poursuivit ses tâches comme d'habitude. Il nourrit les chevaux, inspecta la clôture usée dont le bois commençait à pourrir et finit par réparer la charnière grinçante d'un portail qui le dérangeait depuis des semaines. Pourtant, son esprit revenait sans cesse à elle. La façon dont elle l'avait regardé, il n'y avait aucune peur dans ses yeux, pas de gratitude non plus. C'était comme si elle le jugeait, décidant silencieusement de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il se dit que cela ne voulait rien dire. Des gens passaient tout le temps dans cette région, des vagabonds, des chercheurs d'or, des familles autochtones en route vers des postes de commerce lointains. Peut-être qu'elle s'était perdue, blessée, et maintenant elle était repartie. Ça aurait dû s'arrêter là, mais cette nuit-là, allongée sur sa couche étroite, un pressentiment le traversa. L'air semblait différent. Les chevaux dehors étaient nerveux, il les entendait bouger dans l'enclos, leurs sabots grattant le sol. Une fois, le bât poussa un hennissement aigu qui déchira le silence de la nuit. Jacob se redressa à l'écoute, mais rien ne suivit, seulement le vent frôlant les murs et le cri lointain d'un prédateur dans les collines. Il se rallongea, les yeux fixés sur les poutres du plafond au-dessus de lui. Demain, se dit-il, il irait voir le troupeau dans le pâturage nord. Demain, tout redeviendrait normal. C'est ce qu'il ne cessa de répéter jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Quand le soleil se leva, Jacob sortit, remonta ses bretelles sur ses épaules et plissa les yeux face à la lumière. Le ciel était clair, d'un bleu pâle virant au blanc près de l'horizon. La vallée s'étendait devant lui, parsemée d'arbustes et de roches. Puis il les vit. D'abord, il crut que c'étaient des ombres sur la crête, des jeux de lumière. Mais les ombres ne bougent pas, les ombres ne restent pas immobiles à cheval, en observation. Il en compta 10, puis 20 et abandonna ensuite. Il se tenait sur la crête nord, la colline est, et la pente près du ruisseau asséché à l'ouest. Peu importe où il regardait, d'autres silhouettes apparaissaient. Des guerriers apaches à cheval, tenant des lances et des fusils qui brillaient même à distance. Ils ne s'approchèrent pas, ils ne crièrent pas, ne firent aucun signe. Ils restaient simplement là, encerclant son ranch comme un nœud qui se resserre lentement. Instinctivement, la main de Jacob se dirigea vers le fusil appuyé près de la porte. Mais il s'immobilisa, un fusil contre autant d'hommes, inutile. Il sortit dans la cour, ses bottes craquant sur la terre sèche. Les chevaux s'étaient regroupés à l'extrémité de l'enclos, les yeux écarquillés, les naseaux dilatés. Eux aussi sentaient le danger. Jacob scruta encore l'horizon, cherchant à comprendre. Ce n'était pas un raid. Les raids étaient rapides, frappaient vite et disparaissaient. C'était différent.
C'était calculé, il y avait une intention. C'était un message. Mais lequel? Sa poitrine se serra en pensant à la jeune femme, à l'eau, à la façon étrange dont elle l'avait regardée. Puis, comme si penser à elle avait déclenché quelque chose, il vit un cavalier s'avancer seul. Un homme quitta le groupe sur la crête nord et descendit la pente. Son allure était régulière, maîtrisée. Le cheval descendait prudemment la colline rocheuse, guidé par un cavalier expérimenté, un homme né pour monter. Jacob ne bougea pas, il ne saisit pas son fusil. Il ne s'enfuit pas, il resta simplement immobile dans sa cour, regardant, se demandant si ce jour serait celui où tout se terminerait pour lui. Le cavalier s'arrêta à une quinzaine de mètres, un homme plus âgé, le visage marqué par le soleil, le vent et par quelque chose d'encore plus fort, l'autorité. Il ne portait pas de peinture de guerre, mais ce n'était pas nécessaire. Sa seule présence suffisait à parler pour lui. Derrière lui, d'autres cavaliers apparurent, se déployant en formation, silencieux, vigilants. Jacob sentit sa gorge se serrer alors que le silence s'éternisait, lourd et tendu. Puis le vieux guerrier leva lentement la main, non pas pour saluer ou menacer, mais simplement pour la maintenir levée, stable, comme s'il attendait quelque chose que Jacob ne comprenait pas tout à fait. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Quoi qu'il se passe, cela avait sans doute été décidé bien avant qu'il ouvre les yeux ce matin-là. Il ne savait pas si le fait d'avoir donné de l'eau à cette fille lui avait sauvé la vie ou scellé son destin. La main de l'homme restait levée et Jacob entendait le sang pulser dans ses oreilles. Il avait entendu des récits sur les guerriers apaches, comment ils pouvaient ne laisser derrière eux que des os en quelques instants, comment leurs attaques étaient si féroces qu'elles faisaient trembler même les soldats aguerris. Il avait toujours pensé que c'était des exagérations, mais maintenant, debout au centre de sa propre cour, encerclé de tous côtés par des cavaliers, il n'en était plus si sûr. Le chef abaissa lentement la main puis descendit de cheval. Chacun de ses gestes était lent, réfléchi, presque comme un rituel. Il avança de 10 pas et s'arrêta immobile. Jacob se force à respirer calmement. Cela devait être une sorte d'épreuve. S'ils avaient voulu le tuer, ils l'auraient déjà fait, pendant la nuit, alors qu'il dormait, ou avec une flèche silencieuse à travers la paroi de sa cabane. À la place, ils avaient attendu l'aube, attendu qu'il sorte et les voie. Cela devait vouloir dire quelque chose. Alors Jacob avança à son tour, pas pour pas, réduisant la même distance, 10 pas. Puis il s'arrêta. Il se faisait maintenant face, séparé par un morceau de terre sèche à une quinzaine de mètres. Le visage du guerrier ressemblait à du cuir tanné, marqué profondément par les années passées au soleil. Ses yeux étaient sombres et impénétrables. Des mèches argentées traversaient ses longs cheveux. Ses mains étaient vides, mais un couteau pendait à sa ceinture et un fusil était attaché à son cheval. Jacob garda les bras le long du corps, les paumes visibles pour montrer qu'il n'était pas une menace. Il ne dit rien. Il n'aurait de toute façon pas su quoi dire. Ils ne parlaient pas la même langue. Un long silence suivit. Aucun des autres guerriers ne bougea. Ils restaient figés sur les crêtes comme des statues. Les chevaux déplacèrent légèrement leur poids. Là-haut, un faucon tournoyait paresseusement, ignorant la tension qui régnait en dessous. Puis le vieux guerrier leva à nouveau la main, mais cette fois, il pointa du doigt. Pas Jacob, le puits. Une vague glacée parcourut Jacob, le puits, l'eau, la jeune femme. L'aîné baissa la main et fit le geste de verser de l'eau, puis de boire. Le message était clair. Jacob hocha doucement la tête. Oui, il avait donné de l'eau à quelqu'un la veille. L'expression de l'homme ne changea pas, mais sa posture, elle, se modifia légèrement. Il tourna la tête et cria quelque chose dans sa langue. Son ton était ferme et net. En réponse, les guerriers se déplacèrent, ouvrant un passage sur la crête est. Par cette ouverture, un cavalier solitaire apparut. Le souffle de Jacob se coupa. C'était elle, la jeune femme de la veille, mais elle semblait totalement différente. Ses cheveux étaient tressés avec soin, ornés de perles. Elle portait des vêtements neufs en peau de daim et un collier en turquoise et en argent. Elle était droite et fière sur un cheval peint. Même de loin, sa taille était impressionnante. Elle devait mesurer près d'1,80 m, peut-être plus.
Pas étonnant qu'on l'ait appelée géante. Parmi les autres guerriers, elle se distinguait encore. Elle descendit la pente avec la même aisance maîtrisée que l'aîné avant elle. Mais à la différence de lui, elle ne s'arrêta pas à distance. Elle avança droit vers Jacob et s'arrêta à seulement 3 mètres, assez près pour qu'il voie nettement ses traits. Elle planta à nouveau ses yeux dans les siens, comme la veille, analysant, évaluant. Puis enfin, elle parla. Sa voix était calme, son anglais hésitant mais compréhensible. « Toi donné haut !» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, un fait. Jacob hocha la tête une seule fois. « Oui. » Elle regarda brièvement l'aîné puis revint à lui. « Toi pas savoir qui ?» Encore une fois, ce n'était pas une question. Jacob secoua la tête. « Non, tu étais blessé, tu avais besoin d'aide. » Quelque chose passa dans son regard, peut-être de la surprise, peut-être de l'approbation. Elle se tourna vers le chef et parla rapidement dans sa langue. Il l'écouta en silence, puis répondit d'un seul mot. Elle se tourna de nouveau vers Jacob. « Mon père dit toi courageux ou stupide ?» Jacob sentit une boule dans sa gorge. « Père, cet homme n'était pas juste un guerrier, c'était son père. » Ce qui voulait dire qu'il était leur chef. Ce qui voulait dire que cette fille n'était pas n'importe qui. Elle était la fille d'un chef qui commandait des centaines de guerriers. « Je ne savais pas, » dit Jacob doucement. « C'est pour ça que toi vivant, » répondit-elle. Sa voix était neutre, factuelle. « Homme qui sait, il cherche récompense. Toi donné haut parce que quelqu'un besoin haut. Ça, c'est différent. » Le vieux guerrier parla de nouveau, cette fois sur un ton plus long et plus sérieux. La jeune femme écouta attentivement, puis se tourna pour traduire ses paroles. « Mon père dit que je devais passer une épreuve, » dit-elle. « Je devais marcher seule pendant 3 jours, sans nourriture, sans eau, pour prouver que je suis forte, que je suis prête. » Elle s'interrompit un instant avant d'ajouter « Je suis tombée, j'ai frappé ma tête, je me suis perdue. Ton eau m'a sauvé la vie. » Jacob sentait le poids de tous ces regards posés sur lui, des centaines d'yeux qui le jugeaient. « Je suis juste content que tu ailles bien, » dit-il sincèrement. Elle pencha légèrement la tête comme si elle cherchait à lire entre les lignes. « Toi, pas peur ?»« Je suis terrifié, » admit Jacob d'une voix posée. « Mais tirer ou fuir ne changerait rien, alors je reste là. » Oh. Pour la première fois, quelque chose comme de l'amusement traversa son visage. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais cela s'en approchait. Elle se tourna vers son père et dit quelque chose en apache. Le vieil homme hocha une seule fois la tête, puis se retourna calmement et marcha vers son cheval. La jeune femme regarda Jacob une dernière fois. « On regarde, » dit-elle. « On voit si tu dis vrai ou faux. On voit si tu parles aux autres hommes blancs de nous. On voit si toi, bon ou mauvais. »« Combien de temps ?» demanda Jacob. Elle ne répondit pas. À la place, elle tourna son cheval et repartit vers la colline. Le vieux guerrier monta en selle et la suivit. Jacob resta debout dans la cour alors que le soleil continuait de monter dans le ciel. Les guerriers ne partirent pas. Ils prirent position sur les crêtes autour, comme s'ils faisaient partie du paysage, immobiles, silencieux, en alerte. Les jours passèrent. 3 jours longs et pesants. Les guerriers ne disparurent jamais, mais ils changeaient de place, prenant des tours comme des gardes. Chaque soir, la fumée de leur feu montait vers le ciel, rappel silencieux qu'il était observé. Jacob tenta de suivre sa routine habituelle, mais rien ne semblait normal. Nourrir les chevaux ressemblait à une scène de théâtre. Réparer les clôtures cassées donnait l'impression d'être évalué. Même tirer de l'eau du puits, le même puits où il avait trouvé la fille, le faisait se demander s'il comptait chaque goutte. Il dormait à peine. Chaque bruit dehors le réveillait en sursaut. Les chevaux aussi sentaient la tension. Ils étaient nerveux, facilement effrayés. Un soir, le bête tapa tellement fort contre la clôture de l'enclos que Jacob dut le séparer des autres. Au matin du 4e jour, il remarqua quelque chose de nouveau. Quelqu'un était descendu de la crête pendant la nuit et avait laissé un paquet près de sa porte, soigneusement enveloppé dans une peau. À l'intérieur, il trouva des lamelles de viande séchée et un petit pot en argile rempli d'eau.
Jacob resta un moment devant, regardant le cadeau sans savoir quoi en penser. Lui rendait-il service par respect ou s'assurait-il simplement qu'il survive assez longtemps pour finir l'épreuve qu'il lui faisait passer? Quelles que soient les raisons, il mangea la viande. Elle était sèche, salée et coriace, mais c'était de la nourriture. Ses propres réserves diminuaient et il n'était pas en position d'aller en ville avec des guerriers postés tout autour de la vallée. Au 5e jour, l'isolement commença à l'user. Jacob avait toujours aimé la solitude, mais ceci était différent. Ce n'était pas du calme, c'était être observé à chaque seconde. Il se surprenait à parler aux chevaux, pas pour obtenir des réponses, juste pour entendre sa propre voix. Puis, au 6e jour, la jeune femme revint. Cette fois, elle était seule. Son père n'était nulle part en vue. Elle s'arrêta au même endroit que la fois précédente, à seulement 3 mètres de Jacob. « Toi encore là, dit-elle. »« Pas vraiment eu le choix, » répondit Jacob. Elle mit pied à terre et s'approcha. De près, elle paraissait encore plus grande. Elle lui arrivait presque au même niveau et Jacob n'était pas un petit homme. Ses yeux étaient vifs, attentifs. Elle l'étudia comme un pisteur lit les traces au sol. « Tu pourrais fuir, dit-elle, la nuit. »« Je pourrais essayer, répondit Jacob, mais je n'irai pas loin. Je serai mort avant d'avoir dépassé la crête. » Elle hocha doucement la tête. « Toi, malin. » Son ton était neutre, mais cela ressemblait à un compliment. « La plupart des hommes blancs fuient. Ils sont attrapés, ils meurent. Toi, tu restes, tu attends. Que suis-je censé faire d'autre ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle marcha jusqu'au puits et se pencha pour regarder à l'intérieur. « Profond, » dit-elle. « Assez, » répondit Jacob. « Il ne se tarit jamais, même en été. »« C'est pour ça que tu restes ici, parce que l'eau est bonne ?»« C'est en partie pour ça. » Elle se tourna de nouveau vers lui. « Mon peuple a besoin d'eau aussi. Cette terre était la nôtre. » Elle fit une pause, sa voix calme mais ferme. « Maintenant, les hommes blancs construisent des clôtures, creusent des puits, prennent ce qui était autrefois libre. » Jacob sentit la morsure de ces paroles. Il avait acheté cette terre en toute légalité, selon des lois écrites par des gens qui n'avaient jamais pris la peine de demander aux Apaches si ces lois avaient un sens pour eux. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-il lentement, choisissant ses mots avec soin. « Les ennuis sont déjà là, » répondit-elle. « La question c'est, qu'est-ce que tu fais avec ?» Avant qu'il ne puisse répondre, un coup de feu retentit dans la vallée. Un claquement sec, puis un autre et encore un. Lointain, mais impossible à confondre. Des coups de feu. La tête de la jeune femme se tourna brusquement vers la crête est. Le son avait tout changé. Les guerriers Apaches se mirent en mouvement, ajustant leur position comme une marée changeant de direction. D'autres coups de feu résonnèrent, toujours au loin mais de plus en plus proches, venant d'au-delà des collines. Elle lança des ordres nets en Apache aux guerriers proches. L'un d'eux répondit quelque chose. Son visage se tendit, sa mâchoire se serra. Elle se tourna vers Jacob. « Les hommes blancs arrivent, beaucoup, avec des fusils. » Jacob sentit un frisson glacial lui traverser le corps. « Combien ?» demanda-t-il. « 20, répondit-elle, la voix sèche. « Peut-être plus. Ils chassent. » Elle le regarda à nouveau et cette fois, son regard avait changé. Ce n'était plus la curiosité neutre de plus tôt. Il y avait autre chose. Peut-être du jugement, peut-être une évaluation, ou les deux. Ils nous chassent. Les tirs étaient plus proches maintenant. Quiconque approchait n'était plus loin et il avançait vite. Droit vers la vallée. D'un geste fluide, elle remonta en selle. « S'ils te trouvent avec nous, dit-elle, ils te tueront aussi. Ils croiront que tu es des nôtres. »« Où vas-tu » demanda Jacob rapidement. Elle ne répondit pas. Elle lança son cheval au galop et remonta la pente. Autour de la vallée, les guerriers disparaissaient déjà, fondant dans les collines comme du brouillard au matin. Jacob resta seul, debout dans sa cour, le cœur battant à tout rompre, tandis que les bruits des cavaliers approchaient de plus en plus. Il entendait des voix, des hommes criant avec excitation. Ce n'étaient pas des cris de peur. C'était le genre de cri qu'on pousse quand on croit avoir trouvé quelque chose de dangereux.
quelque chose qu'on veut détruire. Il avait peut-être 5 minutes. 5 minutes pour trouver quoi dire, pour décider comment expliquer sa présence au milieu d'un endroit qui, quelques instants plus tôt, était occupé par des centaines de guerriers apaches. Et la vérité, c'est qu'il ne savait plus de quel côté il était censé être. Ils arrivèrent en trombe par le sentier est, comme une tempête dévalant les collines. Des nuages de poussière s'élevaient derrière eux. Jacob en compta au moins 15, peut-être plus. Ils portaient des vêtements rudes et usés des colons de la frontière, pantalons en toile, chemises trempées de sueur, chapeaux à large bord couverts de poussière. Tous étaient armés. Certains tenaient des fusils en travers de leurs selles. D'autres avaient des revolvers à la ceinture. Leur visage était rouge, pas seulement à cause de la chaleur, mais à cause d'un mélange dangereux d'adrénaline et de colère. Le cavalier en tête vit Jacob debout dans la cour et fit signe au groupe de ralentir. Ils s'arrêtèrent à une trentaine de mètres de la cabane. Leurs chevaux soufflaient bruyamment, les flancs trempés de sueur, les bouches couvertes d'écume. « T'es tout seul ici ?» cria le chef du groupe. C'était un grand homme, avec une barbe épaisse et des yeux vifs qui balayaient sans cesse la vallée, alerte, méfiant. « Juste moi, » répondit Jacob, gardant la voix calme et les mains bien visibles. « T'as vu passer des Apaches ?» demanda un autre cavalier en avançant son cheval. Il était plus jeune, son fusil déjà prêt, posé en travers de la selle. « On suit une bande de guerre, » ajouta-t-il. « Vu des signaux de fumée hier. La piste mène tout droit ici. » L'esprit de Jacob tournait à toute vitesse. Il pouvait mentir, dire que les Apaches étaient passés et avaient continué leur route. Mais ça ne marcherait pas. Ces hommes avaient vu les traces, les empreintes, les restes de feu, les signes qu'un grand groupe était resté là. « J'ai vu des traces, » dit Jacob prudemment. « Mais ils sont partis maintenant. » L'homme barbu plissa les yeux. « Partis où ? Vers le nord peut-être. J'ai entendu des chevaux partir il y a une vingtaine de minutes. » Ce n'était pas totalement faux. Les guerriers étaient partis. Le nord était une supposition, mais raisonnable. Le jeune homme ne semblait pas convaincu. « Faut du cran pour vivre seul par ici, » dit-il. « C'est une terre apache. »« C'est ma terre, » répondit Jacob, « achetée et payée. »« Les Apaches se fichent des papiers officiels, » grommela l'homme barbu. Il descendit de cheval et s'approcha. « T'as de la chance qu'il t'ait pas planté une flèche. »« Peut-être que je n'en vaux pas la peine, » répondit Jacob d'un ton égal. L'homme laissa échapper un rire sec, sans chaleur. « On fait partie d'une milice volontaire, » dit-il. « On suit un groupe qui a brûlé 3 fermes à 2 semaines d'ici, vers le sud. Ils ont tué une famille. On est là pour leur faire payer. » Il cracha dans la poussière. Jacob sentit un nœud lui tordre l'estomac. « Vous êtes sûr que c'était des Apaches ?»« Les traces ne mentent pas, » répondit le jeune cavalier. « C'était un groupe de guerre. Leur piste mène droit ici. » L'homme barbu scruta attentivement le visage de Jacob. « T'as l'air drôlement calme pour un homme qui vient d'avoir des hostiles juste devant chez lui. »« Paniquer n'aide pas beaucoup, » répondit Jacob. « Tu caches quelque chose ?» demanda le jeune, les doigts se resserrant sur son fusil. « J'essaie juste de rester en vie, comme tout le monde. » L'homme barbu le dépassa et commença à marcher vers la cabane. « Ça te dérange si on jette un coup d'œil et si on abreuve les chevaux ?» Jacob savait qu'il n'avait pas vraiment le choix. Ils étaient trop nombreux, tous armés, tous prêts à agir. « Allez-y, » dit-il. Les cavaliers mirent pied à terre et se dispersèrent. Certains menèrent leurs chevaux vers l'abreuvoir près du puits. D'autres continuaient à marcher, les yeux fouillant la propriété à la recherche du moindre indice qui contredirait l'histoire de Jacob. Quelques-uns firent le tour de la cabane, inspectant le sol avec attention, à la recherche d'empreintes ou de traces suspectes. Le jeune homme au fusil ne descendit pas. Il resta en selle, les yeux fixés sur Jacob avec une suspicion ouverte. « T'as des provisions à l'intérieur ?» demanda l'homme barbu en désignant la porte d'un mouvement de tête. « Assez pour tenir, » répondit Jacob. « On est sur la piste depuis 3 jours, » dit l'homme. « Un peu de ravitaillement nous ferait du bien, on paiera ce qu'il faut. » Jacob acquiesça lentement. « Je vais voir ce que je peux épargner. » Il se dirigea vers la cabane, l'homme barbu juste derrière lui.
Alors qu'ils s'approchèrent de l'entrée, Jacob aperçut quelque chose sur la crête ouest, un mouvement fugitif. Juste un léger décalage, comme la silhouette de quelqu'un caché derrière un rocher, ou de quelque chose. Les Apaches n'avaient pas disparu, ils s'étaient simplement repliés, gardant juste assez de distance pour éviter l'affrontement à venir. Mais ils étaient toujours là, toujours à l'affût. Si ces hommes de la milice les découvraient, le sang coulerait des deux côtés. L'homme barbu entra dans la cabane. Jacob le suivit, l'esprit en ébullition. Il pouvait dire la vérité, ce que les Apaches ne l'avaient pas attaqué, qu'ils ne l'avaient pas menacé, qu'ils s'étaient contentés de l'observer, de le mettre à l'épreuve. Mais ces hommes le croiraient-ils? Ou penseraient-ils qu'il était devenu faible complice? « T'as du café ?» demanda l'homme barbu en regardant les étagères. « Un peu, » répondit Jacob. « Bien, on prendra ce que tu peux donner. » Puis il se tourna vers Jacob, changeant de ton. « Et tu vas nous dire exactement où ils sont allés. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Jacob soutint son regard, sachant que c'était le moment décisif. Il pouvait les envoyer sur une fausse piste, vers le nord, où ils ne trouveraient rien, ou vers l'ouest et risquer de les conduire droit dans une embuscade, ou bien dire la vérité et risquer de se faire abattre pour avoir trahi les siens. Dehors, une voix cria « Des traces, toutes fraîches, il y en a plein, ils sont tout proches !» Le visage de l'homme barbu changea. Sa main descendit vers son revolver. « Depuis combien de temps ils sont partis ?» Jacob le regarda droit dans les yeux. « Pas assez longtemps. » L'homme sortit son arme et s'avança dehors d'un pas déterminé. Jacob le suivit, le cœur battant plus fort à chaque pas. Près de la clôture est, plusieurs miliciens s'étaient rassemblés, pointant du doigt le sol. La terre meuble était couverte d'empreintes de sabots clairs et bien organisées. Des dizaines de chevaux sans fer avaient bougé en formation. Les preuves étaient indiscutables. « Ils étaient là », dit un homme en s'accroupissant. « Et depuis un moment, plusieurs jours peut-être. » Le jeune cavalier se tourna brusquement vers Jacob, fusil en main. « Tu as menti. Il ne faisait pas que passer. Il campait ici. »« J'ai dit que j'avais vu des signes, » répondit calmement Jacob. « Je n'ai jamais dit qu'il m'avait attaqué. »« Alors pourquoi pas ?» aboya l'homme barbu. « T'es un blanc qui vit ici, sur les terres Apaches. Pourquoi ne t'ont-ils pas tué ?» Jacob savait qu'il n'avait qu'une seule chance de dire ce qu'il fallait, d'empêcher ces hommes de monter dans les collines et de déclencher un massacre. Peut-être parce que je ne leur ai pas donné de raison. La voix du jeune cavalier se fit plus dure. « Tu es de leur côté ?»« Je suis du côté de ceux qui veulent rester en vie, » dit Jacob. « Il y avait 300 guerriers Apaches sur ces crêtes. S'ils m'avaient voulu mort, je le serais, mais ce n'était pas le cas. Alors je ne me suis pas battu. » L'homme barbu blêmit. « Tu veux dire qu'ils étaient 300 à encercler cet endroit pendant 6 jours ?» Jacob hocha la tête. « Exactement, et pas un seul coup de feu. » Les hommes se regardèrent. Pas besoin d'être un génie pour faire le calcul. 15 hommes armés contre 300 guerriers expérimentés. Ce serait du suicide, pas de l'héroïsme. « Alors pourquoi était-il là ?» demanda l'un d'eux. « Une troupe de guerre ne campe pas sans raison. » Jacob prit une inspiration, choisissant ses mots avec soin. « J'ai aidé l'une des leurs, une jeune femme. Elle était blessée. Je lui ai donné de l'eau. » Le jeune cavalier plissa les yeux. « T'as aidé une squaw !» L'insulte fit serrer la mâchoire de Jacob, mais il resta calme. « J'ai aidé une personne. Elle saignait, elle était déshydratée, comme j'aurais aidé n'importe lequel d'entre vous. Et leur manière de te remercier, c'était d'encercler ton terrain ?» demanda l'homme barbu, ouvertement sceptique. « Il n'était donc pas là pour me remercier, » dit Jacob. « Il m'observait. Il voulait s'assurer que je ne parte pas chercher une armée. » Il regarda les hommes armés dans sa cour. On dirait qu'ils avaient raison d'être prudents. L'homme barbu remit son revolver dans son étui, mais sa main resta près de la crosse. « Tu sais ce qu'ils ont fait aux familles du Sud? Brûler des maisons, tuer des gosses. Tu crois vraiment qu'on peut oublier ça? »
Je pense que vous devriez être sûr d'avoir les bons coupables avant de tirer, dit Jacob. Ceux qui étaient ici n'ont blessé personne. Ils me mettaient à l'épreuve. Ils t'éprouvaient pourquoi? Demanda un autre. Avant que Jacob ne puisse répondre, un son résonna dans toute la vallée, aigu, étrange, presque irréel. Ni une voix humaine, ni un cri d'animal. C'était entre les deux, un signal. Tous les hommes se figèrent, les chevaux s'agitèrent sous leurs cavaliers. Ce cri étrange retentit à nouveau, rebondissant contre les parois du canyon. Cette fois, il ne fut pas seul. Il reçut une réponse. D'abord, depuis la crête au nord, puis du sud, ensuite de l'ouest. L'un après l'autre, le même appel inquiétant résonna de tous côtés. Toute la vallée se remplit de sons. Les murs de silence se refermaient. « Ils sont toujours là », murmura le jeune cavalier, peinant à garder sa voix stable. Ses mains tremblaient, son fusil aussi. L'homme barbu scruta les crêtes, les yeux balayant le paysage, mais il ne vit que des rochers, des broussailles, des ombres mouvantes. Aucun mouvement net, aucune cible visible. Juste cette chorale de signaux de plus en plus proches qui se resserrait. « En selle !» aboya-t-il. « On s'en va, tout de suite. »« On est venu pour se battre !» protesta un autre homme. « On est venu affronter des pillards, pas 300 guerriers qui connaissent chaque pierre de ce terrain. » répliqua l'homme barbu en grimpant sur son cheval. « Allez, on bouge !» Les autres n'eurent pas besoin d'être convaincus davantage. Ils se précipitèrent sur leur selle, les chevaux se cabrant et frappant le sol. Les bêtes aussi ressentaient de la tension, le danger. Le jeune cavalier gardait son fusil pointé vers les collines, en reculant, les yeux écarquillés. En quelques instants, ils étaient tous en selle, leurs chevaux nerveux, écumants, impatients de fuir. L'homme barbu jeta un dernier regard à Jacob. « Tu es fou de rester ici. »« Peut-être, » répondit Jacob, « mais c'est chez moi. Ça ne le sera plus quand ils le brûleront. » Sur ces mots, l'homme tourna son cheval et partit au galop. « En route !» Ils s'éloignèrent vers le sud dans un nuage de poussière par le même chemin qu'ils avaient emprunté à l'aller. Leur vacarme de colère s'évanouit vite, englouti par le vent et le silence du désert. Jacob resta là, de nouveau seul dans sa cour. Puis, aussi soudainement qu'elles avaient recommencé, les étranges clameurs cessèrent. La vallée redevint silencieuse, calme et immobile, comme l'air après une tempête. Puis il aperçut un mouvement. Sur la crête, une cavalière apparut. C'était la jeune fille, Taji, sur son cheval tacheté. Elle descendait lentement. Derrière elle venait son père, et derrière lui, une douzaine de guerriers à cheval. Ils descendaient à un rythme paisible, volontaire et silencieux. Une fois sur la plaine, Taji mit pied à terre et s'avança vers Jacob. Son visage ne trahissait rien. « Tu ne leur as rien dit, » dit-elle. « Où nous étions, tu aurais pu. »« Tu savais qu'ils voulaient te tuer, » répondit Jacob. « Leur dire aurait fait leur bonheur. »« Je ne veux la mort de personne, » ajouta-t-il. Elle le fixa un long moment, puis elle se tourna vers son père et parla en apache. Le chef l'écouta sans l'interrompre, son visage impassible. Lorsqu'elle eut fini, il dit quelque chose de bref et ferme. Taji se tourna de nouveau vers Jacob. « Mon père dit, l'épreuve est terminée, tu l'as réussi. » Jacob sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, un nœud de tension noué depuis des jours. Était-ce du soulagement ou simplement de l'épuisement? Il ne savait pas. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Son expression s'adoucit. Ce n'était pas un sourire, mais presque. « Maintenant, on parle. » Le chef descendit de son cheval et se dirigea vers la cabane de Jacob sans demander. Cela ne semblait pas être de l'arrogance. C'était la confiance tranquille de celui qui est respecté sans avoir à le réclamer. Taji le suivit. Jacob fermait la marche, étrangement comme un invité dans sa propre maison. À l'intérieur, le chef s'arrêta au centre de la pièce. Ses yeux parcoururent les meubles simples, les étagères en bois remplies de provisions, le lit rudimentaire sous la fenêtre orientée à l'ouest. Il dit quelque chose en apache. Il dit « Tu vis simplement »
traduisit Taji, comme un guerrier, sans chose superflue. Jacob ne savait pas s'il devait prendre cela pour un compliment ou une simple constatation. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, » dit-il. Le chef tira une chaise et s'assit. Il fit signe à Jacob de faire de même. Taji resta debout près de la porte, d'où elle pouvait voir les deux hommes. « Je m'appelle Taji, » dit-elle formellement, offrant son nom pour la première fois. « Ça veut dire « belle » dans notre langue. Les Blancs rient parce que je suis grande, mais mon père dit que je suis belle comme la montagne. Grande, forte, inébranlable. »« C'est un beau nom, » répondit Jacob sincèrement. Puis il regarda son père. « Et ton père ?»« Son nom n'est pas pour toi, » répondit-elle calmement. Son ton n'était pas dur, juste ferme. « Il est le chef, cela suffit. » Le chef se mit à parler. Sa voix était posée, basse. Taji traduisait au fur et à mesure, attendant qu'il termine chaque pensée. « Tu m'as donné de l'eau quand j'étais faible, » dit-elle. « Tu n'as rien demandé en retour. Tu n'as rien attendu. Tu ne m'as pas touché. Tu n'as pas essayé de me garder. Tu as donné ce dont j'avais besoin, et tu m'as laissé partir. » Elle s'interrompit pendant que son père poursuivait. « Ce n'est pas ce que font la plupart des hommes blancs. La plupart prennent. Ils exigent. Ils blessent. Mais toi, tu as donné. » Jacob soutint le regard du chef. « Elle avait besoin d'aide, c'est tout. » Taji continua. « Mon père dit que son épreuve n'était pas facile. 6 jours, ils ont observé. 6 jours, ils ont attendu de voir si tu allais fuir. Si tu allais en ville dire aux soldats où nous étions, si tu allais échanger notre position contre ta sécurité ou de l'argent. » Elle marqua une pause avant de conclure. « Tu n'as rien fait de tout cela. Même quand des hommes armés sont venus, tu ne nous as pas trahis. Tu aurais pu, ça leur aurait fait plaisir. Tu aurais eu l'air d'un bon blanc, un courageux, un de ceux qui aident à tuer des Apaches. » « Je ne veux la mort de personne, » dit Jacob à voix basse. « Mais tu ne veux pas mourir non plus, » dit le chef par l'intermédiaire de Taji. « C'est une sagesse. Un homme qui cherche la mort ne sert à rien. Un homme qui choisit de vivre et choisit comment il vit est un homme de valeur. » Le chef glissa la main dans une bourse en cuir à sa ceinture et en sortit délicatement un objet enveloppé dans un tissu doux. Il le posa doucement sur la table et déplia la couverture avec soin. À l'intérieur se trouvait un collier, une pièce travaillée, faite de cuir et de perles, arrangée en un motif frappant de bleu et de blanc. « C'est un symbole de protection, » expliqua Taji. « Si tu le portes, mon peuple saura que tu es un ami. Personne ne te fera de mal. Personne ne te volera. Tu seras sous la protection de notre tribu. » Jacob regarda le collier incertain. « Je ne comprends pas, » dit-il doucement. « Pourquoi moi ?»« Parce que tu as montré de l'honneur quand personne ne s'y attendait, » répondit Taji. « Parce que tu as risqué ta vie en gardant le silence. Parce que mon père voit en toi quelque chose de rare. » Elle le fixa intensément. Un homme blanc qui comprend que la terre appartient à tous, que l'eau est faite pour ceux qui ont soif, que les gens sont juste des gens. Le chef parla de nouveau, plus longuement cette fois, son ton sérieux, accentuant certains mots. Taji écouta attentivement, puis traduisit. « Mon père dit que cette terre appartenait autrefois aux Apaches. Toutes. Les rivières coulaient librement. Les animaux erraient sans barrière. Puis les hommes blancs sont arrivés, portant des papiers, affirmant qu'ils possédaient des choses qui n'étaient pas faites pour l'être. Ils ont construit des clôtures creusées des puits, tracé des lignes en disant « Ceci est à moi, cela est à toi, tu ne peux pas passer. » Elle reprit son souffle. « Mais toi, tu es différent. Oui, tu as une clôture. Oui, tu as un puits. Mais quand quelqu'un a eu besoin d'eau, tu l'as donné. Tu n'as pas demandé si j'étais Apache. Tu n'as pas demandé si j'étais chrétienne. Tu n'as rien demandé. Tu as juste donné de l'eau à quelqu'un qui avait soif. » « Tout le monde aurait fait ça, » dit Jacob doucement. « Non ?» dit le chef en anglais, sa voix basse mais ferme. Il reprit en Apache et Taji traduisit. «
La plupart des hommes ne le feraient pas. La plupart verraient une fille apache et penseraient au danger ou à une occasion. Ils verraient quelque chose à craindre ou à exploiter. Mais toi, non. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est ça la différence. Le chef se leva. Il posa le collier sur la table et le fit doucement glisser vers Jacob. « Si tu le portes, dit Taji, tu es protégé. » Jacob prit le collier. Les perles étaient tissées avec soin, chacune placée avec intention. Le cuir était souple mais solide, manifestement façonné par des mains expertes. « Qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour mon ranch ?» Taji jeta un regard à son père, puis répondit sans hésiter. « Cela veut dire que tu peux vivre ici en paix. Mon peuple ne te fera pas de mal. Nous veillerons sur tes terres quand tu seras absent. Et si d'autres Apaches passent par ici, nous leur dirons que tu es un ami. » Elle hésita, puis continua. « Mais il y a autre chose. » Jacob attendit. « Ces hommes blancs, dit-elle, ils reviendront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils reviendront. Ils veulent se battre. Ils veulent se venger de ce qu'ils croient qu'on leur a fait. » Sa voix se fit plus dure. « S'ils te voient porter ce collier, ils penseront que tu les as trahis. Ils ne comprendront pas, et ils voudront te faire du mal aussi. » Le chef parla à nouveau une dernière fois. Ses mots furent brefs, définitifs. Taji les traduisit sans émotion. « Mon père dit, choisis bien. La protection de notre part signifie le danger de la leur. Tu ne peux pas avoir les deux. » Jacob baissa les yeux vers le collier, sentant son poids dans ses mains. Pas seulement le poids physique, mais tout ce qu'il représentait. Ce n'était pas un simple cadeau. C'était un choix, une déclaration, une ligne tracée dans la poussière. Et maintenant, il devait décider de quel côté de cette ligne il voulait se tenir. Il pensa aux hommes qui étaient repartis plus tôt, aux yeux froids de l'homme barbu, à la main tremblante du plus jeune sur son fusil. S'ils revenaient et le voyaient porter les couleurs apaches, ils ne poseraient pas de questions, ils tireraient. Pour eux, il serait un traître. Mais que signifiait son peuple, maintenant? Des hommes qui prenaient la terre par la force et appelaient cela la loi. Des hommes qui traquaient d'autres hommes comme du gibier et appelaient cela la justice. Était-ce vraiment son peuple, juste parce qu'il leur ressemblait? Il tourna les yeux vers Taji. Elle restait là, silencieuse, droite et calme, sans le presser, sans supplier. Juste présente, sereine, comme quelqu'un qui avait déjà accepté quelle que soit la réponse. Elle était en train de mourir de soif quand il l'avait trouvée. Et il lui avait donné de l'eau. Rien de plus, rien de moins. Et maintenant, à cause de ce simple geste humain, on lui offrait la paix, la sécurité, le respect, ou bien il pouvait rendre le collier, refuser, essayer de rester neutre, essayer de survivre dans un monde où la neutralité devenait peu à peu impossible, rester seul, ne faire confiance à personne, espérer qu'on le laisse tranquille. C'était la vie que Jacob avait choisie en venant ici, la solitude, le silence, la paix par la distance. Mais le monde avait fini par frapper à sa porte, et maintenant, il le forçait à choisir. Il baissa les yeux une dernière fois vers le collier, puis, lentement, il le passa par-dessus sa tête et le laissa reposer contre sa poitrine. Les perles pressaient doucement contre son torse, elles n'étaient plus froides. « J'ai toujours essayé de vivre avec intégrité, dit-il. Ce n'est qu'un moyen de continuer. » Le chef ne dit rien, mais quelque chose changea dans son attitude. Un léger hochement de tête, un geste silencieux d'approbation. Puis, il posa sa main sur l'épaule de Jacob, juste un instant. Ce geste disait plus que n'importe quelle parole. Taji échangea quelques mots discrets avec son père en apache. Il répondit et elle se tourna vers Jacob. « Mon père dit que tu es soit courageux, soit insensé. Peut-être les deux. » Cette fois, il y avait un soupçon de sourire. Il dit aussi que les hommes comme toi, braves et imprudents, deviennent parfois des histoires qu'on raconte pendant des années. « Je ne veux pas devenir une histoire, » dit Jacob. « Je veux juste vivre tranquillement. »« La paix demande plus de force que la violence, » répondit-elle. « N'importe qui peut appuyer sur une gâchette, mais choisir de ne pas le faire quand tout le monde réclame du sang, c'est autre chose. »
Le chef s'avança vers la sortie. Taji le suivit, puis s'arrêta sur le seuil. « Tu dois avoir des questions, dit-elle. « Beaucoup, répondit Jacob, mais elles peuvent attendre. Pose-en une, dit-elle doucement. Maintenant, tant que la vérité compte encore. Il réfléchit un instant, puis demanda « Cette épreuve, partir seul 3 jours sans eau ni nourriture. Tu l'as réussi. » Son visage resta impassible. « J'ai survécu, c'est suffisant, mais pas comme je l'imaginais. Je suis tombé, j'ai eu besoin d'aide. Certains disent que ça veut dire que j'ai échoué. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que tomber m'a appris plus que si j'étais resté debout. Parfois, demander de l'aide est plus difficile que continuer à lutter. Parfois, la vraie force, c'est savoir quand l'accepter. » Son père l'appela depuis l'extérieur, sa voix calme mais ferme. « Il est temps de partir, dit-elle. Nous allons vers le nord. On ne peut jamais rester longtemps. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre ce qu'on a. Tu reviendras ? Peut-être, si nous avons besoin d'eau. » Elle marqua une pause. « Ou si nous devons nous rappeler que tous les hommes blancs ne sont pas les mêmes. » Sur ces mots, elle monta sur son cheval avec précision. Son père l'attendait déjà, et derrière lui, les autres guerriers étaient prêts à partir. Ils se tournèrent vers les collines, le calme revenant à chaque pas qui les éloignait du ranch. La tension des derniers jours semblait s'envoler. Avant de disparaître parmi les rochers, Taji jeta un dernier regard en arrière et leva la main. Un adieu peut-être, ou autre chose. Puis, ils disparurent, se fondant dans la terre comme s'ils n'avaient jamais été là. La vallée redevint silencieuse, trop silencieuse. Jacob resta devant sa porte, touchant le collier autour de son cou. Les perles s'étaient réchauffées contre sa peau. Il savait ce que cela signifiait. Il était protégé désormais, mais il savait aussi qu'il était marqué. Et quelque part, loin d'ici, ses cavaliers, ceux qui étaient partis pleins de soupçons, étaient retournés dans leur ville, racontant des histoires qui allaient se répandre comme le feu, des histoires qui attireraient plus d'hommes, plus d'armes, plus de problèmes. La paix que Jacob désirait semblait plus lointaine que jamais, mais pour la première fois, il savait exactement où il se tenait. Si d'autres venaient chercher la guerre, ils devraient d'abord passer par lui. Et il espérait vraiment ne pas s'être trompé, parce qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. 3 semaines passèrent, la vallée retrouva son calme. Jacob reprit ses habitudes, s'occuper des bêtes, réparer les clôtures, tirer de l'eau. Il ne retira jamais le collier. Il ne le cacha pas. Si quelqu'un venait, il le verrait et il affronterait les conséquences. Et quelqu'un vint. C'était tôt, un mardi, lorsqu'il aperçut une traînée de poussière sur le sentier du sud, des cavaliers rapides et constants, 8 d'entre eux, moins que la dernière fois, mais mieux armés. Le chef barbu était revenu, et cette fois, il n'était pas seul. Les hommes s'étaient dispersés en arc de cercle autour de la cour de Jacob. Leurs fusils étaient déjà levés. Personne ne dit bonjour. « On entend des choses, » lança le chef, « à propos de quelqu'un ici qui collaborerait avec l'ennemi. » Puis, ses yeux descendirent jusqu'à la poitrine de Jacob. On dirait que les rumeurs étaient vraies. Jacob ne recula pas. « Je ne travaille avec personne, » dit-il. « J'essaie juste de vivre sans prendre parti. »« C'est un collier Apache, » aboya le jeune cavalier. « Tu portes leur signe, ça fait de toi un des leurs. »« Ça veut juste dire qu'ils m'ont laissé en paix, » répondit Jacob. « Je pensais que c'était une décision intelligente, vu l'endroit où on est. »« Ça fait de toi un traître, » cracha le chef. Il descendit de son cheval, sa main s'approchant lentement de la crosse de son revolver. « On est venu te laisser t'expliquer, mais maintenant que je te vois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à dire. » Jacob sentit son cœur s'emballer, mais sa voix resta calme. « Vous voulez savoir pourquoi je porte ça ?» dit-il. « Parce que j'ai donné de l'eau à une fille qui mourait. Il se trouve que son père dirige 300 guerriers. Ils m'ont mis à l'épreuve pendant 6 jours. J'ai réussi. Ils m'ont offert leur protection, j'ai accepté, c'est tout. »
L'homme barbu s'avança d'un pas. « Et tu crois que ça fait de toi quelqu'un de spécial? Que ça te distingue de nous autres, qui essayons juste de survivre ?» « Non, » répondit Jacob, « je pense que ça fait de moi quelqu'un de réfléchi. Vous êtes venus ici pour chasser les Apaches. Combien en avez-vous tué ?» La question plana dans le silence. Aucun des hommes ne répondit. « Exactement, » dit Jacob. « Vous êtes venus chercher un combat, mais vous avez trouvé une armée et vous avez fait demi-tour parce que vous saviez que vous perdriez. Moi, j'ai choisi un autre chemin. Je ne me suis pas battu du tout. » « Un chemin de lâche, » lança un plus jeune avec mépris. « Peut-être, » admit Jacob, « mais je suis encore en vie. Mon ranch est toujours debout. Et je dors la nuit en sachant que je n'ai pas déclenché une guerre qui aurait coûté des vies des deux côtés. » L'homme barbu l'observa longuement en silence. « Tu crois vraiment que tu peux rester en dehors de ce conflit ? » « Je ne crois pas pouvoir y échapper, » répondit Jacob. « Je pense que j'ai déjà choisi. J'ai choisi le camp de ceux qui veulent éviter le sang. Si ça fait de moi ton ennemi, alors vas-y, tire et qu'on en finisse. » Il ouvrit les bras sans peur. Le collier sur sa poitrine brillait sous la lumière du matin, les perles bleues et blanches captant le soleil. Personne ne bougea, les chevaux s'agitèrent, un faucon cria au-dessus d'eux. Après un long silence, l'homme barbu secoua la tête. « T'es un idiot, Boone, mais au moins t'es honnête. » Il se tourna vers les autres. « Ancel, c'est terminé. »« On le laisse partir ?» protesta le jeune cavalier. « Il ne fait de mal à personne, » répondit l'homme barbu. « Si les Apaches choisissent de le laisser tranquille, c'est leur décision. On a de vrais problèmes. Des colons sont attaqués. Des familles ont besoin de protection. Cet homme n'est pas l'un de ces problèmes. » Il remonta en selle et jeta un dernier regard à Jacob. « Mais ne compte pas sur nous si ça tourne mal. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. »« C'est bien mon intention, » dit Jacob. Le groupe repartit, plus lentement cette fois, avec moins de feu dans les mouvements. Le jeune homme jeta un dernier regard en arrière, partagé entre frustration et doute. Puis ils disparurent, laissant derrière eux un nuage de poussière suspendu dans l'air immobile. Jacob resta silencieux dans sa cour. La vallée avait retrouvé son calme. Plus de guerriers cachés sur les crêtes, plus de soldats sur les sentiers. Juste Jacob, sa terre, et la décision qu'il avait prise. Il s'approcha du puits et tira un seau d'eau, froide, fraîche, intacte sous la chaleur du jour. Il la versa dans l'abreuvoir pour ses chevaux et regarda l'eau se poser, calme. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les collines de l'ouest, Jacob aperçut une silhouette sur la crête, une seule cavalière, droite en selle. Ni Johnny était là, veillant de loin, s'assurant qu'il avait survécu à la confrontation. Lorsqu'elle vit qu'il la regardait, elle leva la main dans un salut discret. Puis elle tourna son cheval et s'éloigna dans l'obscurité naissante. Jacob effleura le collier contre sa poitrine. Cela lui avait coûté la confiance des siens, mais lui avait apporté quelque chose de plus rare, une paix véritable, dans un endroit où la paix était plus rare que la pluie. Il rentra, alluma une petite lampe pour tenir la nuit à distance et s'assit pour manger le repas simple qu'il s'était préparé. Dehors, la vallée reposait sous les étoiles. Pas de soldats, pas d'éclaireurs, juste la terre, le ciel et cette certitude silencieuse. Parfois, le choix le plus fort qu'un homme puisse faire, c'est de s'éloigner du combat. Son ranch tiendrait, le puits continuerait à donner, et quand des voyageurs passeraient, Apaches ou colons, amis ou inconnus, il leur donnerait de l'eau et les laisserait repartir en paix. Ce n'était peut-être pas un grand héritage, mais c'était un héritage honnête. Et dans une terre déchirée par la peur et la violence, l'honnêteté valait plus que tout. Jacob Boone avait un jour offert de l'eau à une jeune fille mourante. En retour, il avait reçu quelque chose d'inattendu, une façon de vivre avec dignité, dans un monde où la dignité disparaissait. La décision avait été simple, vivre avec, c'était plus difficile, mais il referait le même choix sans hésiter, et cela suffisait.
Si cette histoire vous a touché, cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour découvrir un autre récit puissant de la frontière, là où le courage, le sacrifice et les choix façonnent des destins inattendus. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à continuer à partager ces histoires. Pensez à laisser un super chat. Votre soutien signifie tout pour nous.